Bonjour, je suis Noémie Guérin, je suis fondatrice d'un cabinet qui s'appelle Santé du dirigeant et mon métier c'est d'intervenir dans les entreprises, les organisations pour changer le visage de la santé mentale. Il y a une demande de plus en plus importante sur des interventions sur la prévention en santé mentale, mais qui n'est pas vraiment de la prévention en tant que telle, qui est plutôt intervenir quand il y a déjà des situations qui posent question et qui posent problème en entreprise. Alors, est-ce que la santé mentale elle-même a évolué ou c'est le regard sur la santé mentale qui a évolué? Je pense qu'il y a vraiment un point de rencontre des deux. D'un côté, on a eu beaucoup de choses ces dernières années qui ont été un catalyseur de tout ce qu'on rencontre aujourd'hui. Le Covid, mais aussi les crises géopolitiques, l'inflation, enfin beaucoup de choses, l'enjeu écologique qu'on peut rencontrer. Tout ça, ça a été très très fort en émotion et je pense que ça a fait naître certaines choses, ou en tout cas ressurgir certaines choses. Et puis d'un autre côté, on est face à une génération, une société qui permet de plus en plus de s'exprimer sur le sujet. La rencontre de ces deux points fait qu'aujourd'hui, effectivement, on est confronté à une demande de plus en plus importante d'expression de la part des salariés et de prise en charge de la part des entreprises. La problématique, c'est que les entreprises s'alarment sur le sujet quand il y a déjà quelque chose à gérer. C'est un peu comme si on posait un extincteur dans une maison qui est déjà en feu. On ne fait pas suffisamment justement de prévention, c'est-à-dire intervenir quand le terrain il est déjà sain et pas quand il y a déjà des problématiques. Donc aujourd'hui, on fait plus de la gestion de troubles et puis l'entreprise, elle va intervenir parce que ça pose problème. Parce que ça pose problème au niveau des conflits qu'il peut y avoir en interne ou beaucoup d'absentéisme ou beaucoup de turnover ou une mauvaise image de la boîte qui va rencontrer un mécontentement de la part des salariés. Et donc du coup, effectivement, les salariés peuvent avoir cette sensation de ne pas être entendus, puisque l'entreprise va intervenir, entre guillemets, trop tard par rapport à la situation initiale. Malgré tout, on remarque de plus en plus qu'il y a des efforts de fait de la part des entreprises pour pallier à cette situation. Aujourd'hui, quand on doit définir le trouble psychique, on parle de 3 facteurs de risque. Le premier facteur de risque, ça va être le facteur génétique. Mais ça reste 9 à 10%, c'est-à-dire que si mon père ou ma mère souffre de troubles dépressifs, j'ai 9 à 10% de risque d'en souffrir également. C'est-à-dire qu'il y a 90% de chances de ne pas être touché par ça. Il y a un autre facteur de risque qui est le facteur de risque psychologique. Tout ce qu'on connaît pendant l'enfance et au cours de notre vie va avoir un impact sur nous. Et puis il y a le facteur de risque social, la précarité, la pauvreté, mais aussi l'isolement va être un facteur de risque aux troubles psychiques. Donc le candidat, ça va être celui qui va peut-être cumuler les facteurs de risque, mais par contre, au-delà de ça, il n'y a pas de candidat. Le trouble psychique, ça touche tout le monde. C'est pas une maladie de pauvre ou une maladie de riche. Ça concerne toute la population. Le fait d'être confronté à plusieurs facteurs en même temps va augmenter notre risque de souffrir d'un trouble psychique, mais en règle générale, ça touche effectivement tout le monde. Comment on fait pour distinguer ce qui provient de la vie perso de ce qui provient de la vie pro? Ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, il faut sortir de cette vision-là pour pouvoir prendre véritablement en charge les notions autour de la santé mentale. Souvent, on est parti du principe, justement, comme tu prends l'exemple, telle personne travaille dans une entreprise, elle vient de se séparer, elle ne va pas bien. Oui, mais c'est perso, donc du coup, ça regarde pas l'entreprise. Ça marche pas comme ça. On peut pas faire ça. On peut pas laisser sa vie perso à la porte de notre bureau. Et puis, à l'inversement, on peut pas laisser nos problématiques professionnelles quand on sort du travail pour rentrer chez nous. C'est pas comme dans un frigo où on va ranger nos courses aux différents compartiments. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est déjà un premier axe qui est très très important dans la prise en charge de la santé mentale. C'est voir ça comme quelque chose de systémique. On ne différencie pas le perso du pro. On prend l'individu dans toute sa globalité. Ensuite, il y a une autre notion qui a été intéressante, c'est cette notion de bidimensionnalité. C'est-à-dire que quand on parle de santé mentale, c'est jamais que de la faute de l'individu quand on rencontre un trouble psychique et c'est jamais uniquement de la faute de l'environnement. C'est toujours ces deux notions-là, environnement et individu, qui sont intimement liés et qui se rencontrent. Je prends un exemple, on parle beaucoup de burn-out, d'épuisement professionnel. Quand on rencontre un burn-out ou un syndrome d'épuisement professionnel, c'est pas uniquement parce qu'on est faible,
D'ailleurs, il faut sortir de cette idée de la faiblesse du trouble psychique. Et c'est pas uniquement parce que l'entreprise, elle sait pas gérer et que du coup, c'est une mauvaise entreprise. C'est la rencontre, le point de rencontre entre un individu à un instant T et la situation qu'il rencontre au niveau professionnel ou au niveau personnel à un instant T également, qui va créer la situation dans laquelle on va se retrouver. C'est pour ça qu'on peut avoir en tête souvent se dire, la personne, 2 ans plus tôt, elle a vécu la même chose et elle n'a pas souffert de troubles psychiques à ce moment-là, et peut-être qu'elle rencontrera un autre événement 5 ans plus tard et que ça se passera également de manière complètement différente. Est-ce qu'aujourd'hui, on a ce qu'il faut au niveau des outils de l'entreprise, au niveau des outils du travail, pour protéger justement l'employé qui souffre de problèmes soit personnels, soit liés directement à l'entreprise? Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un pour nous suivre et nous défendre? L'idéal, c'est que ça n'aille pas jusqu'au conflit. Et si jamais on veut regarder cette situation en se disant comment on peut prévenir effectivement des situations où on va aller jusqu'au prud'homme, parce qu'après ça rentre dans ce cadre-là, il faut avoir une vraie réflexion sur 2 choses. La première, ce n'est pas uniquement un aspect individuel. Donc, c'est-à-dire qu'on on peut mettre des choses en place de manière individuelle, mettre des formations, former les gens au premier secours en santé mentale, par exemple. C'est une formation de 2 jours qui va apprendre à porter une certaine vigilance sur des gens de notre entourage, professionnel ou personnel, qui rencontreraient une détresse psychologique. C'est citoyen à la base comme formation, donc ça s'adresse à tous. Ça nous apprend à détecter les signaux faibles et surtout à savoir vers qui on oriente la personne qu'on sent en détresse. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place au niveau organisationnel. On peut prendre en charge l'individu par des services de psychiatrie, mais aussi des psychologues ou d'autres professions qui peuvent permettre à la personne de s'exprimer et d'être prise en charge. Mais il y a une vraie importance à regarder au niveau de l'organisation. Et quand tu me disais tout à l'heure, c'est quoi le candidat idéal qui pourrait souffrir de troubles psychiques, on peut regarder aussi une autre vision. C'est quoi l'entreprise idéale qui permettrait aux collaborateurs de se sentir bien? Et l'entreprise idéale qui permettrait aux collaborateurs de se sentir bien, c'est une entreprise dans laquelle règne un climat de sécurité psychologique, c'est-à-dire un climat où les équipes, les collaborateurs peuvent parler, peuvent s'exprimer sans avoir peur d'être jugés, en sachant qu'ils vont être respectés, en pouvant faire part de leurs préoccupations de manière libre. Et ça, c'est un super vecteur de performance. Il y a une étude qui a été faite en 2012 qui s'appelle l'étude Aristote, qui montre qu'en fait, le climat de sécurité psychologique, c'est le premier facteur de performance d'une entreprise. Lorsque tu te retrouves avec des employeurs qui te disent que leurs employés veulent revenir au télétravail, est-ce que c'est une bonne idée pour se sauver du burn-out? Si c'était aussi simple, on aurait trouvé la solution. Je dirais que déjà, il faut écouter ce que les collaborateurs peuvent demander, sans forcément répondre à toutes les demandes. Mais quand on parle de climat de sécurité psychologique, comme on vient de l'évoquer, ça fait partie de ça. C'est-à-dire que si la préoccupation est quand je prends la route, j'ai la sensation de perdre énormément de temps et d'énergie dans les embouteillages, que le fait de faire du télétravail 2 jours par semaine, ça me permet de gérer justement différentes facettes de mon organisation et de ma vie. Ça mérite d'être entendu. Après, il y a une organisation aussi dans l'entreprise. Il y a des métiers qui ne peuvent pas télétravailler. Et puis, il y a une certaine nécessité aussi de rallier les équipes et d'avoir cette solidarité qu'on peut rencontrer, cette proximité quand on a les équipes sur place. Donc, je dirais que c'est un savant mélange entre les demandes des salariés qui doivent être entendues et puis les besoins métiers et des organisations qui doivent être également respectés. Donc, il faut trouver un point de rencontre 50-50 où on va trouver un compromis et une solution pour que tout le monde se sente bien. Par rapport à notre émission d'aujourd'hui, la bipolarité, la schizophrénie, sont des maladies qui ont des degrés différents. Oui. Donc aujourd'hui, en tant qu'employeur, d'abord, comment on doit réagir lorsque le diagnostic tombe sur un de nos employés? On nous parle d'un employé qui est bipolaire. Est-ce qu'on peut travailler avec un employé bipolaire? Comment que ça se passe? Alors oui, bien entendu, on peut travailler avec un employé qui est bipolaire. Après, tout dépend de l'intensité du trouble également. Et alors je dis ça aussi pour protéger les personnes qui souffriraient de troubles bipolaires, parce qu'il ne faut pas non plus penser obligatoirement à une réinsertion dans l'emploi contre tout vents et marées. Donc il y a vraiment également un équilibre à trouver. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est de sensibiliser justement les directions, les dirigeants en règle générale,
tout confondu, hein. Ça peut être les dirigeants en tant que tels, mais ça peut être aussi les services RH, ça peut être les managers intermédiaires, managers de proximité, au sujet de la santé mentale, pour qu'il y ait une vraie compréhension du sujet. Donc pour moi, ça passe déjà par là, avant de dire comment on fait quand on a un employé qui peut souffrir d'un trouble psychique. L'idée de départ, c'est d'acculturer l'entreprise. Et on n'acculture pas l'entreprise en commençant par les collaborateurs et par le bas. On acculture l'entreprise en faisant en sorte que ça soit incarné dans les structures, et donc en commençant par les dirigeants, les ressources humaines et les managers, pour faire comprendre véritablement en quoi consiste la santé mentale et que ce sujet ne fasse plus peur. Parce que le problème, il est où ? Le problème, il est qu'on peut toujours maintenir quelqu'un dans l'emploi qui souffre d'un trouble psychique si tout le monde autour le regarde en coin ou a peur de sa réaction à un instant T. En fait, on va faire du mal à la personne qui sera maintenue dans l'emploi et du mal aussi aux équipes qui ne comprennent pas la situation. Donc la base, c'est d'acculturer, et on n'acculture pas en 15 jours ou en 2 jours de formation, en faisant des interventions, des formations, des webinars, des ateliers régulièrement sur différentes thématiques autour de la santé mentale, de manière à ce que ça devienne quelque chose qui soit naturel à l'intérieur de la structure. Et ensuite, effectivement, on fait en sorte que les personnes qui peuvent connaître un diagnostic de trouble bipolaire ou de trouble schizophrénique soient intégrées dans la mesure du possible, de mesurer aussi la façon dont la personne vit le maintien dans l'emploi, et de faire en sorte à un moment donné aussi, si ce n'est plus possible, d'envisager d'autres façons de s'épanouir dans le milieu ordinaire. Le bénévolat est une bonne solution. Il faut aussi peut-être sortir de l'idée que le travail en soi est la seule manière de faire partie de la vie ordinaire. Il y a d'autres façons, si jamais on n'arrive pas à être maintenu dans l'emploi, de s'épanouir et de participer à la vie classique. Quand je suis venue pour ma première mission ici, je me suis vraiment fait la réflexion en me disant il devrait y avoir beaucoup de gens de la métropole qui viennent faire un stage en Polynésie pour voir naturellement toute l'empathie et la culture de la gentillesse que le peuple peut avoir ici. Et ça, c'est vraiment, peu importe le niveau par rapport à la prévention des risques psychosociaux et la prévention santé mentale, ça c'est quelque chose qui facilite énormément malgré tout la compréhension de ces sujets-là. Parce que c'est quelque chose que vous avez naturellement, le fait d'essayer de comprendre l'autre, ou en tout cas d'être gentil avec l'autre, de tendre la main à l'autre, qu'on retrouve quand même beaucoup moins chez nous en métropole, où c'est plus compliqué. Donc déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Après, sur la culture travailler à la polynésienne, ça me fait sourire parce que pour avoir travaillé avec différents types de métiers ici, il y a effectivement cette notion de dur au mal. Hein. On va bosser, puis c'est comme ça en fait. Et puis on a fait 30 ans, 40 ans de carrière comme ça, on ne va pas nous dire aujourd'hui qu'on aurait pu faire autrement. Donc il y a cette notion aussi d'investissement très fort qui peut être compliqué à entendre, et en fait je pense que c'est juste accepter qu'au niveau des générations on a des façons de voir les choses différentes, et qu'il y a certains chefs d'entreprise qui ont travaillé comme ça et que c'est pas grave, en fait ça s'est fait comme ça. Aujourd'hui les choses évoluent par contre, et on aura des collaborateurs dans les années qui viennent dans les entreprises qui n'accepteront pas de travailler de cette manière-là. Donc ce qui est demandé aujourd'hui, c'est pas de revenir sur ce qui a été fait, ce qui est demandé aujourd'hui c'est d'avoir une certaine ouverture d'esprit et de se dire que les jeunes qui arrivent, et même les moins jeunes qui ont connu la crise sanitaire, le Covid, n'acceptent plus de travailler et de vouer notre vie au travail, et on n'accepte plus de travailler sans avoir de sens. Donc il va juste y avoir une certaine remise en question sur comment on fait pour écouter ces personnes-là et pour adapter le travail à la situation qu'on rencontre. Donc le réflexe des patrons de dire aujourd'hui on a affaire à l'enfant roi, on ne peut plus rien leur demander, ils veulent plus servir les autres, etc. C'est quoi ta réponse à ce genre de propos ? Ce n'est pas une question de génération, c'est une question d'éveil collectif. Comme l'écologie, je fais vraiment ce parallèle. En fait, et d'ailleurs je pense qu'il y a une vraie notion qui est celle-ci, hein. On parle d'écologie au niveau de notre planète, au niveau de l'extérieur. Ça revient exactement même que notre écologie intérieure. Il va y avoir cet éveil collectif sur comment je m'occupe de moi, comment je prends soin de ma personne, et ensuite regarder l'autre de la même manière. Ça commence toujours par soi, hein, souvent l'éveil, pour ensuite regarder l'extérieur. Et ben l'extérieur, c'est l'écologie au niveau environnemental, mais aussi au niveau sociétal, et ça passera effectivement par cet éveil en prenant en compte les besoins des autres,
qui sont de plus en plus présents sur ces notions de santé mentale. Santé mentale, charge de travail en règle générale, les horaires à rallonge, tout ça, il va falloir qu'il y ait une évolution effectivement sur le sujet. Pour une entreprise qui désire rencontrer une personne comme toi justement pour former leur cadre, leur manager, etc., c'est quoi le chemin à suivre pour pouvoir te contacter? Comment ça se passe? Déjà d'être convaincu ou d'avoir un début d'éveil. D'après ta réponse, excuse-moi, parce que ça a été spontané, j'aime beaucoup ça, j'ai l'impression que c'est pas si facile que ça de convaincre les chefs d'entreprise. Il y a encore du travail à faire. Pourquoi? Parce que c'est une dépense et on analyse la dépense en se demandant si ça fonctionne ou pas, on n'y croit pas? Ça, c'est très vrai. Déjà, il y a une notion, je ne dirais pas, dépenses, ok, les chefs d'entreprise, ils peuvent dépenser de l'argent, mais ils ont besoin de voir quelle est la rentabilité qu'il peut y avoir derrière. Et ça, c'est normal, c'est comme ça qu'on fait marcher un business, il n'y a pas de mal à ça. Sauf que dans l'humain, c'est pas aussi simple que ça. Et dans la santé mentale, non, on ne va pas voir forcément les répercussions dans les 3 mois qui suivent en regardant les tableaux de stats. Par contre, sur le long terme, oui, on verra moins d'absentéisme, moins de turnover, des arrêts peut-être moins longs. Il faut savoir aujourd'hui que les arrêts pour troubles psychiques, c'est le 2e motif d'arrêt maladie. Le premier étant les troubles musculo-squelettiques. Et on sait qu'il y a un fort lien entre les troubles musculo-squelettiques et le psychique aussi. Donc l'un dans l'autre, on se retrouve avec cette notion de troubles psychologiques comme la première notion d'arrêt de travail. Donc si on ne le voit pas sur les stats tout de suite, sur le long terme, on va travailler effectivement des sujets de fond, de ressources humaines, de capital humain pour faire en sorte de maintenir justement toute notre équipe le plus longtemps possible et dans le meilleur état de santé possible. Par contre, effectivement, ça ne se mesure pas tout de suite. Donc il y a déjà cette première notion, comment on fait pour expliquer aux chefs d'entreprise que peut-être que ça va se travailler sur le long terme, que ça sera peut-être même plus productif et plus performant que d'autres mesures qui font leur preuve tout de suite, mais qu'il va y avoir un vrai travail de fond et que ça, il faut l'accepter dès le départ quand on met certaines mesures en place. La deuxième notion, c'est pourquoi on le fait? Depuis quel espace ça part? Est-ce qu'on le fait parce que on voit que les autres boîtes commencent à s'y mettre et qu'on se dit justement pour faire bien, c'est à la mode. Voilà, c'est à la mode, pour qu'il y ait plus de gens qui postulent chez nous parce qu'on s'occupe bien des autres, un peu comme on mettrait un baby-foot dans notre salle de pause ou des mesures un peu plus accessoires comme celle-ci. Est-ce qu'on le fait depuis cet espace-là, qui est plutôt un espace de réflexion et égotique, ou est-ce qu'on le fait depuis l'espace du cœur? Est-ce qu'on le fait parce que on pense fondamentalement qu'aujourd'hui, ce qui nous sauvera et ce qui sauvera les entreprises de demain, c'est de prendre soin de l'humain à l'intérieur de nos structures. Déjà, ça c'est un deuxième point qui est très très important. Parce que la différence entre l'un et l'autre, c'est que la personne qui va se dire, ça s'appelle du santé mentale washing, comme on parle de greenwashing. Moi, je vais faire un petit webinar et puis la semaine de la QVCT, de la qualité de vie et des conditions de travail, j'organiserai quelques ateliers dans ma structure au mois de juin. Ça va ricocher sur notre première notion. On ne verra pas de résultat. Il ne faut pas penser que c'est ça qui va faire changer les choses. Par contre, si on le fait depuis l'espace du cœur, en étant profondément convaincu de ce qu'on fait, on va mettre des choses en place régulières. On va changer notre façon de manager. On va peut-être avoir une autre vision d'inclusion sur les personnes qui souffrent de troubles psychiques. Vraiment, ça va être incarné profondément à l'intérieur de la structure. Et là, indéniablement, il y aura des résultats et l'entreprise s'en trouvera impactée positivement. Dans ce genre de situation, il faut s'adresser à des cabinets de prévention aux risques psychosociaux et prévention en santé mentale, comme le mien aujourd'hui. Moi, j'ai un axe de particulier puisque mon cabinet s'appelle Santé du dirigeant, avec une conviction qui est que former justement les dirigeants sur ce sujet-là, les managers, les ressources humaines, permettent cette acculturation profonde à la santé mentale. Après, chaque cabinet a sa spécificité et son angle, donc il faut aussi choisir un cabinet qui nous parle par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place. Combien de temps ça prend une formation de ce genre? Une formation, ça peut aller d'une journée jusqu'à 3 jours, ça dépend ce qu'on veut faire. Pour vous donner un exemple, on peut faire des sensibilisations à la santé mentale, ça dure une journée. On peut former 16 à 20 personnes sur des sensibilisations, ça peut être des conférences aussi sur des formats plus courts. Ça a vraiment vocation à éveiller, à parler de manière brève du sujet pour commencer à implanter cette notion-là. Après, on a des formations comme les premiers secours en santé mentale, 2 jours de formation. Et puis, il y a des formations qui sont des formations qui vont former des représentants
aux risques psychosociaux, des référents, comme on forme des référents handicap, comme on forme des référents au harcèlement sexuel. On va former des référents aux risques psychosociaux. C'est des sentinelles qui peuvent être formés sur différents types de métiers à l'intérieur de la structure, qui vont permettre à l'entreprise de s'autonomiser sur le sujet, puisque après on a un maillage en interne qui est fait. Et ça, c'est des formations qui peuvent aller de 3 jours, même plus, puisque ça se fait de manière régulière. Et il y a une vraie notion d'échange de pratiques, c'est-à-dire qu'on fait une première notion de formation, et puis après les gens vont refaire des formations avec les expériences qu'ils ont pu vivre pour qu'on puisse analyser les différentes situations qu'ils ont pu expérimenter. Vous avez toutes les bases, bien plus que dans d'autres endroits du monde. Aujourd'hui, c'est un sujet dont il ne faut plus avoir peur. Et effectivement, même si c'est un sujet que l'on ne voit pas, c'est un sujet qui est présent. Et ce n'est pas en ouvrant la boîte de la santé mentale qu'on se retrouvera dans une situation compliquée, bien au contraire. C'est en ouvrant cette boîte qu'on va pouvoir prendre soin de toutes les personnes que l'on a dans nos organisations. Donc allez-y, continuez avec les ingrédients qui sont déjà présents, sans avoir peur de ces troubles-là qui ne sont pas contagieux.